Bonjour. Bonjour. Bon, moi, je Bon- peux dire bonjour à Bonjour. tout le monde. Donc, je ne Voilà, vois pas. ça y est. Est-ce que les gens, ils nous voient? Je vais juste poser une question. Un problème de connexion pour une personne, d'accord. Est-ce que vous nous voyez? Bonjour, d'accord. Voilà. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour pour tous ceux qui viennent nous rejoindre. Donc, on a l'honneur de recevoir deux jeunes dames, comme on peut Ah, dire. c'est Donc, gentil. Donc, on a avec nous, on a la présidente donc de France Adot 91 qu'on voit, donc Vivette Hirsch, et Bonjour. également la présidente de France Adot 75, donc Yolande Bertrand Labat. Voilà. Donc, Qu'on ne voit pas, mais qu'on pourra entendre. est-ce que vous entendez Yolande? Parce qu'on a un souci technique. Je vais juste Est-ce voir. que vous m'entendez lorsque je parle ainsi dans ce téléphone? Si, si, on vous entend. Super. Bon, parfait. Merci, François. Voilà. Donc, on est là justement aujourd'hui. Hein, donc, c'est une période un peu difficile. Là, là, donc, ah oui, donc il y a également Monsieur Jea qui est avec nous, donc c'est qui est un membre de Coiffe, donc qui est là Bonjour. depuis 4 ans. Bonjour. Donc, on est là aujourd'hui justement pour parler d'un sujet qui va, enfin, qui, qui qu'on n'aborde pas au quotidien, mais il faut qu'on, et surtout dans la communauté tamoule, en fait, moi je suis originaire de Pondichéry, on a, dès lors qu'on commence à parler de la mort ou des choses comme ça devient un sujet tabou. Donc voilà, donc vous êtes avec nous aujourd'hui et ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble avec France Adoc 91. Et nous, on est une toute petite association comparée à la vôtre. Et on est très heureux et très honoré de travailler avec vous et puis de compter comme un partenaire, si je veux dire. Et on va regarder justement. Donc, je vous laisse la parole à Vivette, si tu veux te présenter ou tu veux dire plus ce que je viens de te dire. Non, je laisse d'abord Yolande, c'est normal. C'est ma grande sœur. Ah, ok. Voilà, Yolande. Est-ce que vous entendez? Oh non. Bon, alors, c'est vrai que François de 75 est plus ancienne parce que historiquement, elle a fait partie du noyau de démarrage de notre association nationale et que ça, c'est une histoire qui date de maintenant plus de 50 ans. François est gentil de dire qu'on est une grosse association, c'est pas si vrai que ça. On est un, un réseau d'associations départementales de façon à pouvoir couvrir à peu près la surface de la France. Et on essaie de répondre à toutes les questions que le public peut se poser concernant tout ce qui tourne autour du don d'organes, du don de tissus et du don de moelle osseuse. Voilà. Et je vais passer la parole à Vivette qui va compléter ça avec brio. Oui, bien sûr. Allô. Donc, bon, moi, je suis comme Yolande. Bon, je suis la présidente de la DOT 91, c'est-à-dire de l'Essonne. On existe depuis pas mal de temps, mais officiellement, on s'est créé dans l'Essonne en 2001. Donc, l'année prochaine, on pourra fêter nos 20 ans d'existence. C'est pas beaucoup, hein, par rapport à Yolande. Mais bon, on essaiera quand même. Et puis, on a les mêmes buts, c'est-à-dire surtout de donner, on va dire, confiance aux personnes vis-à-vis du, de la transplantation, du don d'organes, savoir comment ça se passe, savoir que les gens qui l'ont reçu, comment est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils le vivent bien ou mal, est-ce qu'on peut, on, 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 on pourrait avoir des problèmes quand on vit avec l'organe de quelqu'un d'autre, etc. Donc tout ça, c'est des François? questions que les gens nous Ça a posent. coupé. Et ah, on a perdu Dia. On a François, perdu Dia. on n'entend plus Vivette. Donc voilà, donc Attendez, attendez. c'est juste pour Attendez, il y a un compléter. souci.
Il y a un tout petit souci là. Donc, attendez. Ah, ça y est. Attendez 2 secondes, il y a eu un petit souci. Voilà. Ouais. Vous nous entendez, oui, pardon. Ouais. Donc, c'est juste pour Allez-y. compléter ce qu'a dit Yolande. Notre souci, c'est sensibiliser, informer et animer différentes manifestations. Donc, On ne voit pas l'écran, François. par rapport à votre association, et moi, je suis très contente d'être en lien avec vous. On fait différentes manifestations ensemble. J'espère qu'on en fera encore beaucoup. En tout cas, toutes celles qu'on a pu faire, que ce soit sur le 91 ou le 78, Sartrouville, pour dire pour la dernière. Mais on continuera à en faire parce que je trouve que c'est particulièrement sympathique, intéressant et pour nous, une autre façon d'aborder les choses aussi avec vous et je trouve que c'est très bien. Je suis pour D'accord. qu'on... Je vais juste répondre à d'autres petites questions qui viennent en tamoul, parce que les gens ils comprennent pas tout à fait. Juste என்ன நடக்குது என்று நிறைய பேர் கேட்டு இருக்கீங்க. அதாவது இங்க வந்து இவங்க 2 பேர் வந்திருக்காங்க. 2 பொறுப்பாளர். ஒருத்தங்க வந்து பிரான்ஸ் அதாவது 75, அதாவது பாரிஸ்ல வந்து பிரான்ஸ் அதாவது எங்களோட பார்ட்னர் அசோசியேஷன் சொல்லுவோம். உங்க இந்தியால எப்படி மோகன் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு இருக்கோ அதே மாதிரி பிரான்ஸ்ல வந்து ஃபான்ஸ் சதத்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் வந்து இங்க எங்களுக்கு வந்து பெரிய பார்ட்னர், அவங்க பெரிய சப்போர்ட். எங்களுக்கு 4 வருஷமா அவங்க கூட தான் இந்த உடல் உறுப்பு தானத்தை பத்தி விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள்லாம் வந்து அவங்க அவங்க கூட தான் நாங்க பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து இவங்க வந்து 2 பேர் வந்திருக்காங்க. ஒருத்தங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இருக்கிறதுனால போன் மூலியமாகத்தான் வந்து நம்மள தொடர்பு கொண்டிருக்காங்க. அதுதான் ஓகேங்களா. நன்றி. On peut continuer, je pense. Voilà, c'est juste pour répondre à quelques petites Non, questions. c'est normal. Non, mais on est ouvert, on est plus qu'européen, on est mondial. C'est bien. Ok. D'accord. Ben en fait, on va commencer par bon, on va commencer le sujet. Quand on parle de don d'organes, en fait, c'est déjà, c'est pas clair dans notre tête. Don d'organes, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un choix? Parce que je pense qu'il y a plusieurs types de dons. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler plus par rapport au type de dons il y a combien de types et c'est quoi ces possibilités de dons? Ben, Yolande commence et moi je continuerai. Alors parle des dons les plus importants, je parlerai du don du vivant. Voilà. Vas-y. D'accord, oui, ça me paraît logique. Alors, quand on parle de don d'organes, il y a effectivement 2 catégories. Il y a des organes que l'on peut donner après son décès, si ce décès a eu lieu dans des circonstances extrêmement particulières, très précises et très contrôlées. Alors, quels sont ces organes? Eh bien, ce sont des organes vitaux, c'est-à-dire que sans eux, on ne peut pas survivre. S'ils ne fonctionnent pas, la vie est compromise et on va essayer de sauver la vie de ce patient en lui donnant un organe de quelqu'un qui est décédé, dont l'organe est en bon état, qui était d'accord pour le donner. On va lui greffer cet organe à la place du sien qui est défaillant. Alors, tout ce que je viens de dire est vrai pour le cœur, les poumons, le foie, l'intestin, tous les organes vitaux, le pancréas, etc. Par contre, c'est moins vrai pour le rein, qui est un organe qui effectivement est double et que l'on peut, et dans certaines circonstances très précises que Vivette va certainement exposer très clairement, on peut effectivement recevoir le rein d'un donneur vivant sous couvert qu'il soit effectivement un donneur en bonne santé, qu'on ne porte pas préjudice à sa propre santé et surtout qu'il soit avec le receveur dans une relation étroite et stable de 2 ans au moins. Et là, je vais passer la parole à Vivette. Allez. Bon, donc pour parler du donneur vivant,
Donc, le fait d'être un donneur vivant, ça s'adresse d'abord et avant tout aux personnes d'une famille. Au sens large, aujourd'hui, avant, c'était uniquement entre parents et enfants, frères et sœurs. Aujourd'hui, le cercle familial s'est beaucoup élargi, puisque non seulement c'est toujours parents, enfants, frères, sœurs, mais c'est aussi les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Donc, au sens le plus large du terme. Et aussi, donc, il y a un autre paramètre dont a parlé Yolande, c'est le fait que quand on est avec une personne ou que l'on connaît très bien une personne, on peut lui proposer, si elle en a besoin, de lui donner un rein, dans la mesure où on peut prouver qu'on a, on a une connaissance de cette personne et une stabilité de vie avec elle depuis plus de 2 ans. Donc ça, c'est dans le cadre de la loi. En dehors de ça, l'avantage d'être de donneur vivant, c'est qu'on peut programmer le moment où l'on peut donner un rein. C'est la plupart du temps, c'est on donne un rein de son vivant. Donc ça se programme à l'avance, alors que ce n'est pas le cas quand on attend une greffe d'une personne décédée. C'est très différent. Donc ça compte beaucoup. L'autre avantage du don du vivant, c'est qu'il a quand même été prouvé, et je peux en témoigner, le don de rein du vivant a une durée de vie très importante, plus importante que le don de rein d'une personne décédée. Et j'en veux comme exemple, mon propre exemple, puisqu'il y a 21 ans maintenant bientôt, que j'ai pu donner un rein à quelqu'un qui m'est très proche et qui vit toujours avec le même rein, avec l'obligation, bien sûr, comme toutes les personnes qui reçoivent un organe, de prendre des médicaments anti-rejet, donc parce que l'organisme est fait pour rejeter ce qu'il ne connaît pas, mais la durée de vie et la manière dont la personne peut vivre, elle vit comme avant, et toutes les personnes que je connais vivent comme avant, en dehors de cette obligation. Voilà. Donc les gens, ils ont une vie normale, mais ils doivent quand même prendre un traitement à vie pour Oui, c'est ça, c'est oui, ça. la Mais même chose. ils ont une vie normale, quoi. Donc il y a pas de rejet ou voilà de rechute, de choses comme ça qui Peu, peu. Justement, le traitement qu'ils prennent, c'est pour éviter le rejet. C'est un traitement qui va bloquer ces défenses immunitaires qui auraient tendance à détruire le greffon. D'accord. C'est un médicament qui empêche cette fonction-là. Donc c'est un réglage extrêmement subtil. Chaque greffé va avoir son propre traitement adapté à son propre cas, mais il doit le prendre à vie parce que nous avons tous une identité génétique unique qui nous est propre et on ne peut pas effectivement tolérer qu'un étranger vienne dans notre corps. On va avoir tendance à le détruire. C'est tout l'intérêt de ce médicament anti-rejet, de ce traitement, c'est de tolérer le greffon et de permettre que ce patient-là puisse continuer à vivre, continuer à faire fonctionner son greffon normalement. Et comme l'a dit Vivette tout à l'heure, ça peut être pendant des années et c'est extraordinaire. D'accord. Et donc, on commence à recevoir des questions en commentaire. Donc, la première question vient de Anita, qui est également un membre de chez nous. Euh, Faut-il une compatibilité sanguine pour donner un rein? Alors, c'est pas seulement sanguin. Non. C'est beaucoup plus précis que ça, c'est une compatibilité tissulaire, c'est-à-dire que c'est notre identité génétique qui doit être la plus proche possible entre celui qui donne et celui qui reçoit. C'est pourquoi c'est souvent plus facile d'avoir ce genre de greffe à l'intérieur d'une famille, oui, puisqu'on a en principe quelques traits communs. D'accord. Et donc, il y a une autre question qui nous est arrivée de Monsieur Kamalraj Rouvier. Donc, est-il possible de la bioimpression 3D dans le domaine de la transplantation d'organes en France? Si oui, quel genre de changement va-t-il y avoir sur le don d'organes?
Alors, c'est une piste d'étude actuellement. Effectivement, le problème étant lié non pas à la réalisation de mini-organes pour l'instant, mais à leur fonctionnement et leur fonctionnement à long terme surtout. Donc, il y a des pistes de recherche, mais on n'en est pas encore à savoir fabriquer vraiment des organes. D'accord. Donc, on est en phase de test, si je puis le dire. Et, en phase de recherche. Voilà, de recherche encore. Recherche encore. François, j'ai une question, François. Oui, allez-y. Ouais, en fait, par rapport aux dons de son vivant, à part les reins, quels sont les autres types de dons possibles de son vivant? D'autres tissus ou d'autres organes? Le foie, on peut donner un morceau de son foie de son vivant. Le foie, partiellement. Partiellement. Ah ben vas-y, Lisbeth, réponds. Non, le foie partiellement et seulement dans des conditions d'urgence, et plus particulièrement pour les enfants. Il y a des enfants qui malheureusement font des maladies graves et qui peuvent demander une urgence vitale. Et donc au niveau du foie, c'est vital. Si c'est possible, on peut se permettre de prélever un morceau du foie qui, organe, se reconstitue dans le corps lui-même. C'est important de savoir. C'est le seul organe qui se reconstitue, qui se refait. Donc c'est tout. Autrement, bien évidemment, la moelle osseuse est un don du vivant. Donc je réponds à ta question, Dia. La moelle osseuse ne peut être prélevée que si on est vivant. On ne peut pas prélever de la moelle osseuse à une personne si on est décédé. Ça répond à ta question? Tout à fait. C'est ça? Dia, c'est ce que tu voulais savoir? On l'entend plus. D'accord. Okay. Okay. Ça te convient comme réponse? Je pense que oui. Il y a juste une question. Est-ce que tu la vois, la question? J'essaie de faire, de manipuler. Est-ce que tu la vois? Donc, c'est Jayan qui te pose la question. Les personnes ayant reçu Oui, une ça. greffe Merci, peuvent-elles donner à leur tour? Tu peux répondre, Yolande. Oui, si tu veux. Oui, elles peuvent le souhaiter. Mais la décision finale ne viendra qu'au moment où, après le décès, on va procéder à tout un tas d'examens et de dépistage et autres tests de laboratoire pour être sûr que ce soit possible. Cela dit, malheureusement, souvent, un greffon qui est resté vivace pendant longtemps, il va pas être en parfait état. Parfait. D'accord, ça répond. Et j'ai une autre question. Question c'est lent. Ah, ouais. Tu le vois, la question en anglais? Si. Oui, quel est le processus pour les personnes? Oui, je vais la lire en anglais. Hello, Vivek. What is the process for foreign nationalities for blood and organ donation? Questions from an Indian friend. Donc, c'est les gens qui posent la question. Quel est le déroulé actuel, voilà, pour les étrangers, en fait. Comment ils peuvent devenir donneurs, comment ils doivent prendre la décision, voilà. Ça dépend où ils habitent. Est que c'est la loi du pays où réside la personne qui va s'appliquer. D'accord. Par exemple, si par exemple un Anglais réside en France, il a effectivement souhaité le faire et il a exprimé sa volonté d'être donneur. Il décède en France, c'est la loi française qui va s'appliquer et ce sont les processus français qui vont s'appliquer. Si un Français part vivre en Allemagne, c'est la loi allemande qui s'appliquera et c'est le processus allemand qui s'appliquera. Parfait. Donc je vais la traduire en anglais. So the reply from
from Yolande is if the incident happens in France, it's according to the French law that the organ donation will be done. And if it is done, if the incident happens in another country, and it will be their law which will be applied. Okay. Donc, en gros, je pense qu'il voulait, enfin, il pose la question. J'ai pu comprendre. En fait, ils veulent poser la question dans le sens comment devenir donneur en France. Comment être. C'est ça sa question, je pense. C'est dans ce Mais sens-là. en France, on est tous présumés donneurs. In France, you can just say to your family, to your trust. You know, in France, if you don't want that, you have to register. Okay. Mais si je peux me permettre quand même. We deliver a card which says if you agree. Can you understand me? Non. No. If you agree. Yolande, parle en français. Yolande, parle en français. Non, if you, non, en gros, elle a dit if you agree, la suite, en fait, si on est d'accord, if you agree, après, la suite, j'ai pas. You cannot say a card with us, with our association. Yes, so if you want, you can contact their association. We will give you the information in the. And we deliver a card which says I agree. Yes, they will deliver a card which says I'm a donor, like this one. So it will be it's your wish. So it will be helpful. It will be helpful the day when people need help from you. Ok. Donc après, il y a. Est-ce que vous voyez les questions quand je la poste là? Moi, oui, je les vois. Moi, je les vois. Est-ce que tu vois? Yolande ne les voit pas. Qu'est-ce que tu vois? D'accord. Et tu peux le lire alors. Quelles sont en moyenne les chances que les greffes prennent ou ne prennent pas? C'est très compliqué de répondre à ce type de questions parce que ça dépend des organes. Tu es d'accord, Yolande? Ça dépend quel type d'organe. Ça dépend aussi si au départ, au moment de la greffe, s'il n'y a pas de problème. On n'entend pas, Vivette. Vous entendez pas? Vous m'entendez là? Vous entendez? Si, moi je l'entends. Si. Mais Gia, il n'entend pas. D'accord. Non, c'est bon. Tout le monde l'entend. Donc, je dis, ça dépend de l'organe qui est greffé. Ça dépend si juste après la greffe, où c'est un moment très difficile, est-ce qu'il peut y avoir un rejet de l'organe ou pas? Et s'il n'y a pas de rejet, après, c'est en fonction d'une durée moyenne. Actuellement, au niveau du cœur, la durée moyenne de vie du greffon cardiaque, c'est environ une dizaine d'années. Le foie, c'est environ 10-12 ans, mais c'est toujours une moyenne. Il y a des gens qui sont moins ou plus. Le rein, aujourd'hui, ce que j'ai dit, environ une quinzaine d'années, et ça peut être beaucoup plus avec les donneurs vivants. Il y a des personnes qui ont été greffées il y a 30-35 ans au niveau d'un rein. Ils sont toujours vivants. Donc voilà, donc c'est en fonction de l'état de santé du receveur et bien évidemment de la manière dont la greffe va pouvoir être acceptée par le corps de la personne qui reçoit. T'es d'accord, Yolande? Oui, bien sûr. Ça dépend aussi du niveau de compatibilité entre les deux personnes, entre le donneur et le receveur. Il est certain que s'il y a une très bonne compatibilité, c'est-à-dire que s'ils ont un code génétique très proche, le traitement anti-rejet sera
moins lourd. Et donc, effectivement, il y aura moins d'effets secondaires. Il y aura moins d'inconvénients derrière. Tu as parlé des moyennes tout à l'heure de durée d'un greffon. Je voudrais juste citer en exemple Michel, qui est le président de la DOT 69, c'est-à-dire l'association de Lyon. Il va bientôt fêter les 38 ans de greffe cardiaque. Bravo. Ouais. Michel Corniglion. Donc on peut dire que, enfin, voilà, ça donne de l'espoir à tout le monde en fait, même si on peut avoir des soucis dans la vie et puis c'est encourageant. Mais je crois quand même. Oui, parce que c'est une formidable mesure d'espoir, effectivement, pour ces personnes qui très souvent souffrent, ces personnes qui savent que de toute façon, en dehors de cette solution, il n'y en a pas d'autre et ils vont être condamnés à très court terme. On a eu plusieurs fois l'occasion d'entendre des personnes greffées qui nous disaient « Moi, j'étais condamnée et grâce à cette mesure, grâce à cette opération, grâce à ce don magnifique, j'ai eu une seconde vie et j'ai pu voir grandir mes petits-enfants. » D'accord. C'est une renaissance. Et les greffés, ils ont un jour de naissance, mais le jour le plus important pour eux, c'est leur jour de renaissance. C'est comme ça qu'ils ont 2 anniversaires par an. Oui, c'est bon à savoir. Je ne savais pas qu'il y avait 2 anniversaires. Du coup, la date de greffe et puis l'anniversaire de naissance. Ben voilà. Voilà, on vient d'apprendre, je vais dormir moins con ce soir. Juste une autre question parce que, enfin, ça c'est une question qu'on me pose souvent. Vu qu'en France, le don est automatique, enfin, ce qu'on dit, du coup, quel est le rôle du coup des associations comme les vôtres, comme les nôtres, à parler encore de sensibilisation? Parce qu'il y a des gens, ils me reprochent, enfin, c'est pas vraiment une reproche, ils me disent, mais quel est votre rôle, puisque c'est institutionnel, enfin, entre guillemets, enfin, si c'est vrai. Et du coup, quelle est votre réponse à cette question? Réponds, Yolande. Alors, d'abord, un mot à bannir absolument, parce que ça n'est pas du tout automatique. Il faut effectivement un décès qui se produise dans des conditions extrêmement précises, avec des contrôles médicaux extrêmement rigoureux, des analyses préalables, et donc ça ne va pas concerner tout le monde. Et sur les 600 000 décès hospitaliers en une année, ça va concerner peut-être 3 000 personnes au grand maximum. Donc, il n'y a pas d'automatisme là-dedans. Simplement, il a été promulgué dans la loi française que si on ne s'est pas opposé de façon formelle et si les conditions sont réunies, c'est possible. D'accord. Et c'est quoi, pouvez-vous nous en dire plus sur comment, par exemple, moi, par exemple, j'ai pas envie de donner, si je meurs, par exemple, et quel serait comment je dois me manifester, par exemple? Alors, c'est très simple, il existe un registre du refus, il est détenu par l'Agence de la biomédecine, et donc il suffit de s'adresser à l'Agence de la biomédecine pour faire enregistrer ce refus. Alors, je peux vous donner effectivement un numéro de téléphone ou bien vous vous connectez sur le site agence-biomédecine.fr. Donc c'est eux qui détiennent justement ce registre avec les noms des gens qui ont souhaité, qui refusent justement d'être prélevés. Voilà. C'est d'accord. Alors là, nous, si on peut dire, parce qu'elle commence à dater, elle a maintenant presque 3 ans,
c'est qu'on peut ne refuser que pour certains organes et pas d'autres. Autrefois, avant cette précision, c'était ou oui ou non, globalement. Maintenant, on peut faire un refus partiel. D'accord. Par exemple, si j'ai pas envie qu'on me prélève la cornée, je peux dire non, vous me touchez pas les cornées, vous pouvez prendre mon cœur. C'est ça ce que vous voulez dire? Voilà, Oui, D'accord. voilà, tout à fait. Alors, vous avez bien fait d'évoquer la cornée parce que il y a des personnes qui pensent qu'on va prélever les yeux et qu'ils vont être défigurés. Or, ça n'est pas le cas du tout. On ne touche pas au globe oculaire. La cornée, c'est juste la petite pellicule à l'avant de l'œil. Et avant que le corps ne soit rendu aux proches pour les obsèques, on va l'équiper avec des lentilles de contact pour que rien ne soit décelable. D'accord. Moi, Nous avons une autre question là. Attends, Oui, François. pardon. Je voudrais juste rajouter quelque Et chose le à ce qu'a fait que dit ça ne soit Yolande. pas décevable, c'est aussi valable pour tous les autres organes, parce que pour la famille, c'est vrai que c'est un point un peu important de ne pas avoir d'impact des dons quand ils récupèrent le corps. Alors, rien ne sera visible parce que après le prélèvement, le corps du donneur est parfaitement restauré. C'est toujours quelqu'un pour qui le corps médical a beaucoup de respect. Et donc, ils sont très, très soigneux. Et quand le corps est rendu aux familles, vraiment, rien n'est décelable. D'accord, Attends, je voudrais juste rajouter quelque chose sur le registre merci. national des refus. On peut très bien s'inscrire à un moment de sa vie parce qu'on n'est pas d'accord. Mais si on change d'avis, il ne faut pas oublier de retirer son refus du registre. Parce que si, dans un cadre particulier, la personne souhaite donner ses organes, mais qu'elle a oublié qu'elle était inscrite sur le registre national, on ne pourra pas prélever d'organes du tout. Donc, il ne faut jamais oublier que si on change d'avis et qu'on était inscrit, il faut se désinscrire, ce qui est toujours possible. D'accord. Donc, qui se fait via le site internet ou le numéro Le de site téléphone. internet, voilà, ou le téléphone, mais il ne faut jamais oublier. Et puis l'autre chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que tu peux avoir des parents qui ne soient pas d'accord, qui ont inscrit leurs enfants sur le registre, et donc ces enfants sont inscrits à partir de l'âge de 13 ans. Et quand on va dans les établissements scolaires, les enfants ne savent pas qu'ils sont inscrits sur le registre national des refus. Quand ils ont 18 ou 20 ans et qu'ils voudraient être donneurs, ce qui est tout à fait le cas et ça arrive souvent, il faut qu'ils s'assurent de ne pas avoir été inscrits par leurs parents sur le registre national des refus. Donc c'est aussi une information qu'il faut donner. Nous avons une autre question qui est... J'ai vu, il y a le don d'organes peut-il se faire à tout âge? Oui, à tout âge. C'est ça. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge en bas, il n'y a pas d'âge en haut. À tout âge. Je complète la question. Est-ce que, par exemple, si j'ai une maladie chronique, par exemple le diabète, est-ce que je peux également être donneur? C'est ça la question. Ça va à la suite de... Bien sûr. De toute façon... Quand on est diabétique ou... Pardon, Non, vas-y. Je t'ai coupé la parole, mais je compléterai avec toi. C'est pas un problème. Alors, effectivement, quand on a une maladie chronique, quand on a une pathologie de cet ordre-là, effectivement, si on est en situation de peut-être être donneur, il y aura des dépistages et des analyses préalables qui permettront de savoir si, bon, bien sûr, quand on est diabétique, le pancréas ne va peut-être pas être en état parfait. Mais par contre, on peut peut-être avoir un autre organe qui sera parfaitement sain et qui pourra sauver une vie. Par exemple, peut-être que les poumons n'ont rien. D'accord. En tout cas, ce qui est important, c'est que, pathologie ou pas, on ait pris position et on l'ait exprimé. C'est ça le plus important. Donc, c'est lié au choix. C'est ça. Non, ce qui est le plus important, c'est de se dire, est-ce que je suis d'accord ou pas? Si je ne suis pas d'accord,
je peux m'inscrire sur le registre national ou je peux l'écrire à mes proches en mettant un papier écrit en disant je ne suis pas d'accord pour qu'on me prélève mes organes ou certains organes. Par contre, si on est d'accord, il faut l'avoir dit à ses proches, c'est le plus important parce que c'est la question qui sera posée si tu te trouves dans les conditions possibles pour pouvoir être prélevé. Et avant de penser à un quelconque prélèvement, il y a toute une batterie d'examens qui sont faits vis-à-vis de la personne qui est en réanimation, bien avant de penser à un prélèvement possible. Donc, qu'elle ait une maladie chronique, comme l'a expliqué Yolande, quelle qu'elle soit, de toute façon, il y aura beaucoup d'examens qui seront faits avant pour que la personne qui va recevoir l'organe puisse le recevoir dans les meilleures conditions. On ne peut pas lui inoculer une quelconque maladie, même que la personne ignorait. D'accord. Voilà. Donc, on a une autre question là de M. Roubier-Cavalraj. Je laisse lire. Je la lis, Alors, Yolande, est-ce tu que pourras répondre. Est-ce que les Français connaissent bien le don d'organes par rapport à d'autres pays européens? Je pense que c'est ça. c'est ça? Je pense qu'ils connaissent très, très, très mal le don d'organes. Et comme ce que tu as dit tout à l'heure, François, il y a eu ce décret qui est passé en 2017 et qui expliquait, pour essayer de faire mieux accepter le don d'organes par l'ensemble de la nation française. Et en fait, les gens ont pensé que c'était automatique, systématique, ce qui n'est ni automatique ni systématique. Donc, au niveau des Français en général, ils connaissent bien mal la loi ou les lois, la loi sur le don d'organes et par rapport au consentement présumé. Tu es d'accord, Yolande? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que la loi s'est toujours appuyée en France sur le qui ne dit mot consent, c'est-à-dire si on ne s'est pas exprimé, c'est que par principe on n'est pas opposé, mais elle a été malheureusement pas suffisamment diffusée par l'État et pas suffisamment commentée par les responsables de ces techniques. Et du coup, le public est très mal informé. Mais je crois que malheureusement, c'est vrai dans bien d'autres pays. D'accord. Nous avons une autre question. Est-ce que M. Jaya arrive à lire comme ça va changer un peu? Il n'y a que moi qui Ouais, parle. c'est une question de Fabius Gaston. Pourrez-vous nous expliquer ce qu'est la moelle osseuse? Votre avis? Et puis il rajoute, nous en France, on a le traitement XGEVA, Denosumab. denosumab, proposé par les laboratoires pharmaceutiques. Tu peux répondre, C'est une question Yolande? de Fabius Gaston. Alors, c'est quoi déjà XGVAL démo? Voilà. Pour moi, c'est du charabia. Déjà, expliquez-moi ce que c'est. Alors, on va essayer de clarifier tout ça. D'accord. La moelle osseuse, déjà, il ne faut pas la confondre avec la moelle épinière. C'est pas du tout dans la colonne vertébrale. La moelle osseuse, elle est dans les os plats. Quand vous avez quand vous avez dans un plat de votre cuisine un os qui a été coupé et que vous avez la section, vous avez à l'intérieur un tissu mou. C'est ça la moelle osseuse. Ça n'a rien à voir avec un tissu nerveux de la colonne vertébrale. Et cette moelle osseuse dans les os plats, elle n'est pas jaune comme celle des os longs du pot-au-feu, hein, mais elle est rouge parce que c'est notre usine à fabriquer les cellules sanguines. C'est elle qui nous permet de renouveler nos cellules sanguines qui ont une durée de vie d'à peu près 21 jours. Et cette moelle osseuse, quelquefois, elle travaille mal. Elle travaille mal, elle fait des cellules atrophiées, ou elle n'en fait pas assez, ou elle en fait qui sont perverses. Elle peut fabriquer des cellules qui vont déclencher une tumeur. Enfin, vraiment, il y a plein d'accidents. Elle peut provoquer des maladies
comme la drépanocytose ou la thalassémie chez les enfants. Et donc, nous allons avoir des patients qui ont une leucémie ou qui ont une anémie profonde ou qui ont une aplasie, enfin vraiment une des maladies qui vont les conduire à un état de santé qui malheureusement aura une issue fatale. Donc le principe, c'est que des donneurs s'expriment pour être d'accord, pour être donneurs, éventuellement, s'ils sont compatibles avec un patient qui a besoin. Et ces donneurs-là sont enregistrés avec leur code génétique, avec leur identité HLA, dans un fichier de donneurs potentiels. D'accord. Si un patient a besoin, on va comparer sa propre identité génétique avec celle de tous les donneurs enregistrés pour trouver le bon donneur. D'accord. Et ça, c'est très difficile parce que la compatibilité à ce niveau-là, c'est une chance sur 1 million. Ah oui, donc c'est très rare enfin c'est très dur de trouver un donneur compatible. Et Exact. donc du coup il faut justement sensibiliser les gens à justement à être inscrits sur ce registre-là. Voilà, à s'engager parce que s'ils doivent effectivement être donneurs un jour, eh bien ce sera une seule fois dans leur vie parce qu'ils ne pourront être compatibles qu'avec un patient. Par contre, ils peuvent très bien être enregistrés et puis ne jamais donner. C'est ça. Et ma question maintenant, le don de la moelle osseuse, j'en ai deux. Hein. La première, c'est un don du vivant. Et Oui. la deuxième question, c'est est-ce que ça fait mal? Parce qu'on a une idée reçue que ça fait très mal le don de moelle osseuse. Alors effectivement, l'idée reçue, c'est une idée qui est liée à une façon de prélever qui est de moins en moins pratiquée. On prélevait sous anesthésie générale dans le haut des hanches. D'accord. Et donc, effectivement, c'était des aiguilles qui pénétraient dans l'os et ça faisait quand même un petit peu mal parce que c'est comme si on avait reçu un magistral coup de pied au derrière et on avait du mal à s'asseoir pendant quelques jours. Maintenant, il y a une technique depuis ces dernières années qui consiste à donner un médicament au donneur pendant 5 jours avant le prélèvement. Ce médicament, il fait migrer les cellules souches, les cellules de moelle osseuse, dans le sang circulant. Et donc, on va le prélever comme pour une prise de sang. Il va être branché d'un côté, on va lui retirer le sang doucement, on va le passer en centrifugeuse pour récupérer les cellules souches qui sont très grosses et qu'on va facilement identifier, et on va lui redonner de l'autre côté le sang, le sien, qui est débarrassé de ces cellules. D'accord, un peu comme le don de plasma, quoi. C'est la même chose. D'accord. C'est comme le don de plasma, c'est pareil, c'est la même chose. Et aujourd'hui, il y a quand même trois prélèvements sur 4 qui se fait comme ça. Évidemment, ça n'est pas possible pour tous les donneurs parce que certains donneurs vont effectivement avoir des artères ou des veines qui ne sont pas forcément capables de recevoir cette agression-là pendant 3 ou 4 heures. Donc, on va effectivement prendre des préalables, mais c'est une méthode qui est maintenant utilisée à près de 80% des cas. D'accord. Et donc, donc le donneur, on peut pas prélever la moelle osseuse sur un patient décédé. On est d'accord. Non, parce que c'est une fabrique perpétuelle de. C'est comme le sang, d'accord. Ok, parfait. Donc, il y en a une autre question. Je laisse Jaya lire la question. Ouais, j'ai lu cette question, une question un peu plus sur l'actualité de Andonisami Edison. Est-ce qu'une personne morte du corona peut faire un don d'organes? Malheureusement, non. Puisque tellement bien aujourd'hui, on ne sait pas du tout. Il n'en peut est pas question parce qu'on ne sait pas du tout quelle pourrait être la contagion, quel pourrait être le risque. Et donc, effectivement, en ce moment, il y a beaucoup moins de grève que d'habitude et on est
certainement extrêmement prudent avec ça. Mais pour compléter ce que dit Yolande, En actuellement, attendant d'autres questions, moi j'ai une question sur, les types de morts. Quand on parle de mort cérébrale ou arrêt cardiaque, est-ce qu'en fonction de ces conditions, il y a des organes qu'on peut prélever ou qu'on ne peut pas prélever? Est-ce que dans les deux cas, on peut prélever tous les organes? dans le Alors, cadre de... évidemment, pour prélever, c'est avant tout la mort encéphalique, c'est-à-dire l'arrêt total de toutes les fonctions du cerveau. Ça, c'est le cas effectivement historique, général et imparable. Il y a maintenant, pour pouvoir augmenter les possibilités de greffe, il y a certains prélèvements qui peuvent se faire avec un cœur arrêté. C'est ce qu'on appelle les Maastricht 3. Ce sont des personnes qui ont eu un arrêt cardiaque absolument irréversible qui a entraîné rapidement l'arrêt de toutes les fonctions du cerveau. Dans ce cas-là, bien évidemment, on peut tout envisager sauf le cœur. Il y a une question aussi qui arrive là, de JN Dana. Comment est-on sûr de la mort encéphalique? Il faut que l'encéphalogramme que l'on va faire. Non, vas-y, Yolande, parce que t'étais bien lancée. Je compléterai pour le Covid, moi. Alors, un cerveau qui fonctionne, c'est un cerveau qui va, lors d'un électroencéphalogramme, prouver son activité à des impulsions électriques qui vont faire que sur le tracé, on aura des lignes brisées, on aura des petites D'accord. Juste, zigzags. qu'est-ce que ça veut dire un électroencéphalogramme? Pour moi, c'est trop compliqué, donc il faut le... C'est l'activité du D'accord. Alors, cerveau. un électroencéphalogramme, c'est un appareil de mesure de l'activité électrique du cerveau. On vous met sur la tête un petit bonnet de caoutchouc avec Donc, sur des la tas tête, de petites terminaisons électriques qui vont capter toute l'activité de ce cerveau et qui vont le traduire sur une grande feuille ou un grand écran où il y aura des lignes brisées. D'accord. D'accord? C'est comme l'électrocardiogramme pour le cœur. La même chose. Non, donc un peu comme le même principe que de l'électrocardiogramme. Donc il nous place des électrodes sur la tête et on les mesure. C'est ça. C'est la même chose que l'électroencéphalogramme pour le cœur. C'est pareil. Si le cœur se met à battre très vite, ça fait des oscillations très rapides. Si le cœur se met à battre normalement, et c'est pareil pour l'activité cérébrale. L'activité cérébrale Et est quand est-ce vraiment... qu'on... D'accord. Et quand est-ce qu'on dit que... Oui. Un cerveau qui est mort, un cerveau qui n'a plus d'activité, on n'aura plus aucune impulsion électrique. Et donc, au lieu d'avoir des lignes brisées avec des hauts et des bas, on aura des lignes droites. C'est ce qu'on appelle un électroencéphalogramme plat. C'est-à-dire qu'il n'y aura que des lignes droites. Il n'y a plus du tout d'activité électrique. Et pour être bien sûr, on va en faire 2 à au moins 4 heures d'écart. D'accord. Et c'est un Et état c'est dans la irréversible. pratique, en fait, on fait ça. Systématiquement. En plus d'autres examens, par exemple, on va faire un test en débranchant l'appareil respiratoire. On va faire un test sur la taille de la prunelle. On va faire un test sur la réaction cardio-oculaire. Enfin, il y a toute une batterie de tests. Mais le plus significatif, c'est, comme l'a dit Vivette, l'électroencéphalogramme plat. D'accord. Ben, entendu. On a une autre question concernant le cordon ombilical. Vas-y, continue. Et en quoi consiste le don de sang de cordon? Maintenant, on ne le fait plus. Ça a été assez compliqué à réaliser. C'était seulement dans certains établissements, parce que c'était une période
de test de la technique, mais il s'avère que c'est une technique compliquée et qui n'apporte pas autant de solutions qu'on l'espérait. D'accord, donc il n'y a pas beaucoup d'espoir dans ces tests-là, en fait, sur le cordon ombilical. C'est pas ça. Si tu veux, quand on prélève la moelle osseuse sur un donneur adulte, on va prélever 400 cc, 400 centicubes. Un cordon ombilical, ça va être entre 50 et 80. Donc ça veut dire que c'est une quantité extrêmement réduite, qu'il va falloir envisager seulement de greffer des enfants ou des personnes de très petite taille et probablement en mélangeant plusieurs cents cordons. Donc c'est très compliqué à réaliser. Parce que ce sont des cellules qui ne se conservent pas. Ce sont des cellules qui vont être détruites par la cryogénation. Donc, c'est des techniques fort sophistiquées et fort coûteuses et qui n'ont pas tenu les espérances que l'on avait. Ok. Il y a surtout quand même une autre question d'une autre personne, Mac. Les personnes qui font un don d'organes en France, mais qui sont morts à l'étranger, comment ça se passe? Malheureusement, On a un peu répondu à cette question. Ils décèdent. Ouais, je crois qu'on a, on a déjà ça, répondu tout à l'heure. Ouais. J'ai deux, trois questions là, liées en fait au processus. Donc, dans combien de temps en fait les organes doivent être prélevés après un décès et comment on juge de la qualité de ces organes? Et puis troisième question à la suite, et en fait, en combien de temps on peut conserver ces organes avant la transplantation? Oui, tu veux démarrer par la première? Alors, effectivement, d'abord, avant tout prélèvement, on aura fait, comme l'a dit Vivette tout à l'heure, tout un tas d'examens, de dépistage, d'observation, parce que la personne susceptible d'être prélevée est en réanimation, et même si son état est gravissime, on essaie toujours de sauver sa vie. Et pour ça, on lui a fait déjà tout un tas d'examens pour savoir où on en était et ce qui était possible. Bien évidemment, si les préleveurs se rendent compte que les organes ne sont pas viables, ne sont pas fiables, ils ne vont pas prélever. Et lorsqu'un organe a été prélevé, il doit être greffé le plus rapidement possible. Et par exemple, entre le prélèvement et la greffe, pour un cœur, on a 4 heures. Ah ouais. Donc il faut aller extrêmement vite et un organe n'est pas conservé. On ne va pas le mettre au frigo et le greffer plus tard. Il faut que ce soit dans la foulée, immédiat. Ce qui explique que ça mobilise des équipes extrêmement complètes. Une greffe, c'est 50 à 70 personnes. Ah oui, quand même. Ouais. Oui, mais il faut savoir quand même. Attends. Tous les services administratifs, tous les praticiens, tous les transporteurs, toute la logistique qui va être mise en place, c'est énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes de prélèvement… On a sûrement vu des transports d'organes sur la route qui passent comme des ambulances, où effectivement c'est indiqué que c'est oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui prélèvent, les chirurgiens qui sont amenés à prélever les organes, il y a une équipe de chirurgiens par organe. Ça veut dire que l'équipe vient prélever un cœur. Oui, François, il y a une autre question de… Il ne va pas prélever, le foie aussi et les reins. À chaque fois, il y a des équipes de prélèvement pour chaque organe qui emmènent l'organe dans l'hôpital où il doit être greffé. C'est important. C'est pour ça qu'il y a… Effectivement, c'est course contre la montre. On a une autre question là de M. Camarade. Pensez-vous que le gouvernement français reconnaît vraiment votre service respectueux envers la nation? Envers la nation, mais on est tous… Mais non, mais on est tous citoyens. Alors, nous avons un
nous avons effectivement, on peut considérer que nous avons une reconnaissance dans la mesure où l'Agence de la biomédecine, qui est l'agence d'État dédiée à ces techniques, a tout à fait un partenariat avec France Adop depuis des années et des années, depuis qu'elle existe en fait, puisqu'on existait avant eux. D'autre part, nous avons une reconnaissance tout à fait officielle de la part du ministère de l'Intérieur et nous avons une reconnaissance tout à fait officielle de la part du ministère de l'Éducation nationale pour intervenir dans les établissements d'enseignement. On a un agrément national pour toutes les ADOT de tous les départements. Donc, en tant que tel, on est citoyen de la nation. Donc, on se sent solidaire, quel que soit le don que l'on pourrait faire. On fait du don de soi. C'est toujours comme ça. Ah, j'ai oublié encore quelque chose, on a une reconnaissance d'utilité publique aussi. Oui, ça c'est important. Parfait. Question. On a une autre question. Je te laisse. Votre avis sur les laboratoires pharmaceutiques? C'est-à-dire, c'est une question très vague, hein, comme Novartis. Oui. Les laboratoires pharmaceutiques, les laboratoires pharmaceutiques fabriquent des médicaments. C'est pas. Il y a quand même certains laboratoires qui peuvent quand même participer à la recherche dans le cadre du don d'organes, qui y participent d'ailleurs. Faut être, c'est sûr. Maintenant, ils sont là aussi pour fabriquer des médicaments et pour essayer d'apporter le plus de confort aux patients. Maintenant, il y a d'autres laboratoires, il y a des laboratoires aux États-Unis, on sait bien que leur fonctionnement n'est pas forcément le même que celui qui existe en Europe. Si c'est la question, et la réponse étant satisfaisante ou pas. Ça te va, Yolande? Yolande? Oui. Tu as entendu ma réponse sur les laboratoires pharmaceutiques? Oui, j'ai entendu ta réponse. J'ai rien à ajouter parce que nous, c'est vrai que les laboratoires, on a relativement peu de relations avec eux dans la mesure où on n'est pas sur le même créneau, si je peux dire. Nous, on n'est pas des préconisateurs de médicaments. Le seul laboratoire avec lequel nous ayons eu des relations un peu plus étroites, c'était Novartis, qui avait mis au point la molécule de base des traitements anti-rejet. Oui, c'est ça. Mais c'est un laboratoire qui va davantage se tourner vers les associations de greffés. Ok. En attendant d'autres questions, j'ai une question sur la compatibilité homme-femme. Par exemple, est-ce qu'un homme peut donner des organes à une femme et inversement? Tout va dépendre de leur compatibilité HLA, tout va dépendre de leur code génétique respectif, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il y a d'autres critères que la compatibilité génétique pour envisager une greffe. Il y a aussi le poids, la taille. Bon, si on a un monsieur de très très forte corpulence qui est compatible génétiquement avec une dame qui fait 1m50 et 40 kg, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué. Mais il n'y a pas de sexisme dans le don d'organes. D'accord, c'était ça. Il y a une chose, je vais quand même compléter ce qu'a dit Yolande par rapport au don du vivant, donc au niveau rénal. Ce qui est important de savoir. Quand on fait un prélèvement après un décès, en gros, combien de vies on peut sauver par un prélèvement d'organes venant d'une personne? Autant que d'organes sains, donc ça peut être 5, 6. 6. Mais c'est quand même beaucoup de vies qu'on peut sauver. Oui. Mais je voulais quand même. Si on a des organes en bon état, oui, c'est magnifique, c'est sûr.
Je vais compléter ce qu'a dit Yolande par rapport aux dons entre hommes et femmes. Quand on est conjoint. D'accord. François, tu vois d'autres questions là qui défilent? Tu m'entends là? Tu m'entends, Gia? Tu m'entends? Tu m'entends? Je pense qu'il a du mal à entendre, je pense. Il a du mal à entendre, je pense aussi, hein. Oui, je pense qu'il a un problème de. C'est pour ça. Il a du mal à entendre, mais c'est pas grave. Je vais quand même compléter. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut donner un rein de son vivant entre conjoints. Parce que il n'y a pas forcément une compatibilité importante. D'ailleurs, il n'y en a pas habituellement, hein, entre conjoints. Mais ce qu'il y a de très important, il y a quand même un lien affectif entre conjoints. Et que ça marche très très bien. Quand quelqu'un est malade et qu'on le voit aller tous les 2 jours en dialyse, on a envie que sa vie redevienne la plus normale possible. Donc, on peut proposer à un conjoint, qu'on soit marié ou qu'on ne le soit pas, c'est pas le problème, mais de pouvoir donner un rein, s'il accepte et que ça soit possible, ça marche très 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 bien, entre conjoints. C'est bon? Ok. Je crois que Gia, il n'a pas bien entendu, mais c'est pas grave. Non, mais il va l'entendre dans la version finale. Euh, donc, je pense que après, il y a plusieurs choses. Pardon, excusez-moi. Qu'on pourrait évoquer. Euh, Moi, je ne sais pas comment on peut parler, par exemple, aux enfants du don d'organes, en fait, parce que c'est quand même un sujet qui fait pas rigoler tout le monde. C'est quand même quelque chose, voilà, quand on aborde des sujets aussi complexes. Est-ce qu'il faut en parler déjà? Et si oui, mais sous quelle forme? Mais alors, pour les enfants, Oui, bien sûr qu'on peut en parler. Les oui, enfants, ils ont une générosité naturelle extraordinaire. Et pour eux, la mort, c'est tellement un truc lointain que ils ont une notion un petit peu vague de tout ça. Et simplement, moi, je me souviens dans des stands d'avoir vu des petits-enfants dire moi, je veux une carte parce que je veux donner un organe à ma maman parce que je veux la garder très longtemps. Vivette, je te laisse compléter parce que toi, tu fais des interventions dans des petites classes. non, mais ce qui est pour les enfants, pour eux, bon, tu leur expliques le fait que bon, on a un animal chez soi, qu'on l'aime beaucoup, et quand l'animal commence malheureusement à avoir une maladie ou quand il va vieillir, il va mourir. Donc les enfants, ils comprennent ça très très bien. Et ce qu'ils comprennent très bien aussi, c'est quand il y a des enfants qui sont à l'hôpital et qui sont malades et qu'il faut les aider à pouvoir guérir. Et pour C'est ça. pouvoir les guérir, il faut qu'on leur remplace leur organe. Alors, il y a une comparaison qui a été faite, c'est quelque chose que moi j'utilise aussi, c'est qu'il y a des animaux en plus qui existent, alors des girafes, des éléphants, à qui on a changé la trompe de l'éléphant avec un museau de ce que tu voudras d'autre, la patte d'un autre animal avec un autre animal. Et les enfants comprennent ça très très bien qu'il faut remplacer par quelque chose qui est vivant. Et donc les enfants ils comprennent ça très 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 bien. Et ça marche très bien comme explication pour eux. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, le message, il passe bien, en fait, voilà, chez les enfants. Je pense que là, ça fait plus d'une heure qu'on discute. J'ai envie de parler, puisqu'on est dans une page Facebook plutôt, donc la plupart des membres sont originaires de Pondichéry. Donc, quand vous avez parlé de la compatibilité génétique, est-ce que ça a un lien avec, entre guillemets, l'ethnie ou enfin, je ne sais pas si on peut dire on peut employer le mot race, je sais Non, pas, bon, ou ah, ça, voilà, L'origine et l'origine. voilà. le- Est-ce que c'est, race, il n'y en a pas. voilà. Il y a Par la exemple, il race, m'arrive, il y a la race humaine, c'est tout, hein. voilà, c'est la race humaine, donc C'est une tout. ethnie alors. Mais il peut y avoir des Alors, ethnies. par exemple, il m'arrive,
par exemple, j'ai un souci au foie. Euh, qui peut être, qui peut me donner, par exemple, cet organe-là pour que je survive? Est-ce que je peux recevoir un organe provenant d'un Européen, ou bien il faut que ce soit absolument de la même ethnie? Voilà. Non, absolument pas. Alors, tout dépendra du code génétique de chacun. Et effectivement, il y a certains marqueurs génétiques qui sont spécifiques, en particulier dans les îles. Il est certain qu'un Corse, il aura un marqueur corse. Mais il aura un marqueur corse. Ça ne veut pas dire que son code génétique est complètement différent. En ce qui nous concerne, à ma connaissance, nous sommes tous des Indo-Européens. Donc, je pense qu'on devrait pouvoir te trouver un donneur, même chez un Auvergnat. Il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est effectivement que notre génétique ait évolué au cours des âges en conservant la trace, j'ai envie de dire presque originelle. C'est ce qui a fait la difficulté quand on a tenté de greffer des organes d'animaux sur des humains ou d'élever des animaux transgéniques, parce que eux, ils avaient quand même un code génétique assez différent. Mais au niveau des humains, il peut y avoir effectivement des greffes qui se font avec des personnes d'origine différente. Simplement, la compatibilité sera peut-être moins bonne avec des personnes ayant des habitudes culturelles, alimentaires et des codes de vie très différents. Et c'est ce qui fait la difficulté, par exemple, en France, pour greffer des personnes originaires de Chine, qui ont vraiment des habitudes de vie, d'alimentation et de culture qui sont très, très différentes des nôtres. Voilà, il ne faut pas se tromper. Au cours des âges, l'humanité a évolué différemment d'une région à l'autre. Et, je suis désolée. Est-ce que tu peux prendre la relève, Vivette? Il faut que je réponde à mon téléphone. Il n'y a pas de problème. Non, là-dessus, Yolande a raison au niveau des habitudes culturelles, on va appeler ça comme ça, des personnes qui sont pas les mêmes. Vous avez des habitudes culinaires différentes des miennes. Moi, je suis d'origine d'Alsace-Lorraine. J'ai plutôt connu la choucroute et des choses comme ça. Et toi, vos habitudes de vie et alimentaires ne sont pas les mêmes. Mais c'est pas pour autant que tu ne pourras pas bénéficier d'un organe d'une personne que tu ne connaîtras jamais, puisque le don d'organes, c'est gratuit et anonyme. Il ne faut jamais l'oublier. Tout à fait. Que ça soit anonyme, tu ne connaîtras jamais le donneur. Jamais. Tout à fait. On a on va, donc là, ça fait plus d'une heure qu'on est en ligne. On a une question, on peut la considérer comme la dernière question. Tu peux la lire, Vivette, si tu veux. Avez-vous des liens avec le comité de Oui, protection c'est des une question de personnes ou Fabius la Gaston. NSM? Avez-vous des liens avec le comité de protection des personnes, le CPP ou l'ANSM? Des Alors, liens. j'ai pas compris la question. C'était haché et je n'ai pas compris le. Est-ce que quelqu'un peut répéter, s'il vous plaît? Avez-vous des liens avec le comité de protection des personnes, CPP, et ou ANSM? Est-ce que vous travaillez peut-être avec eux ou vous L'Agence avez des... nationale de sécurité du médicament. Non, on n'a pas lieu parce que nous, on fait avant tout de l'information. On est en amont des pratiques. Je pense que les chirurgiens qui sont habilités à ces pratiques, l'Agence de la biomédecine, qui est garante des bonnes pratiques, eux peuvent avoir peut-être des liens avec ces structures, mais nous, on n'a pas lieu puisqu'on n'intervient pas physiquement. On intervient en information et en soutien. D'accord. Parfait. Vivette, tu veux peut-être ajouter quelque chose?
Non, je pense que tu as bien répondu sur la question, mais je voulais juste quand même, parce qu'on est quand même en période de confinement, parce qu'on est donc dans le cadre du Covid et qu'il faut bien savoir qu'aujourd'hui, donc on est le 3 mai, l'activité de greffe et de transplantation a beaucoup diminué, ce qui peut très bien se comprendre. Donc, elle est en très forte diminution depuis le mois de janvier-février, puisque d'abord l'ensemble du personnel hospitalier est mobilisé pour les urgences du Covid-19, sauf dans le cas d'urgence vis-à-vis des transplantations qui mettent en jeu la vie d'une personne. Sinon, actuellement, l'activité est très faible compte tenu du fait que les infirmiers de coordination hospitalière, tout le monde est mobilisé pour le Covid-19. Donc aujourd'hui, les chiffres que l'on a sont quand même très faibles, puisque depuis le début de l'année, il n'y a eu que 86 greffes qui ont pu être effectuées, ce qui est très peu, puisque, je viens de l'expliquer, la mobilisation du personnel médical et paramédical est obligatoire pour le Covid-19. Voilà, donc je voulais juste préciser ça, parce qu'on pourra vous donner d'autres éléments quand on en aura, parce que c'est important de savoir qu'au niveau du Covid-19, on est tous, d'une certaine manière, inquiets de ce qui va se passer après. Mais en même temps, je pense qu'on se réjouit de savoir qu'il y a des équipes de recherche actuellement qui travaillent beaucoup pour qu'on puisse avoir un traitement avant d'avoir un vaccin. Voilà, donc je voulais vous donner cette information. En tout cas, merci pour pour vos réponses et pour les informations qui sont précieuses. Merci d'avoir été là aujourd'hui pour cette Mais période de confinement. Est-ce que ça vous a plu justement ces interactions, malgré ces petits problèmes techniques? Moi, je trouve que c'était très, très bien, mais je remercie beaucoup Yolande. Hein, Yolande, on est très content d'avoir pu répondre. Merci, merci François d'avoir organisé ça. Et puis bien évidemment, surtout, s'il y a d'autres questions ou si nous n'avons pas été assez précises, envoyez-nous les questions par mail et on y répondra. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il y a Stéphane Guinet qui remercie. Voilà. Yolande, on a des suiveurs, Stéphane. Bonjour Stéphane, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Yvette et Yolande. Et j'espère à bientôt dans un salon. Mais ce qu'on pourrait bien sûr, c'est un salon virtuel. C'est bien ça. On peut imaginer un salon virtuel. Bien sûr, il va falloir penser là pour. Ben oui. C'est lancé, hein, maintenant, il faut y aller. Ben oui, il n'y a pas de problème. Hein. Il faudra qu'on perde. On peut demander à Yolande de résoudre son problème technique et puis elle peut même nous expliquer les aspects législatifs, comment ça se passe, etc., pour avoir une mini-formation en ligne, si possible. Oui, mais il n'y a pas de problème. Si elle veut bien. Oui, on pourrait imaginer ça, oui, faire un topo sur la loi. Ce que je peux faire, c'est peut-être essayer de voir si on peut passer par un autre réseau, par un autre système, pour voir si ça fonctionne mieux. D'accord. Ok. Ou alors on se fait aussi une réunion téléphonique sans image, et puis voilà. Tout à fait. Mais c'est mieux. Il y a plein d'outils en ce moment. Non, mais c'est mieux quand on voit quand même les visages des personnes qui nous manquent, Yolande, quand même. Hein. Oui, oui, bien sûr que c'est mieux. Mais si on n'y arrive pas, qu'est-ce que tu veux? On fera une réunion téléphonique. Hein. Voilà. On va trouver une solution. On va trouver une solution. En tout cas, on vous remercie. En tout cas, merci. Oui, on va chercher des solutions, t'inquiète pas. Allez, merci à vous. On remercie beaucoup, Coiffe. On remercie beaucoup, Coiffe. Prends soin de toi et de ta famille. Merci. Et surtout, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas.
C'est important. Merci. Et Merci, de au même, revoir. pareil. Un très, très grand merci à vous. Et puis à très, très bientôt. Et à Au bientôt. revoir. Au revoir. Au Au revoir revoir. tout le monde. Au Au revoir tout revoir le monde. Au revoir. et merci.